l'hypertrophie bénigne de la prostate. D'accord. Concernant l'hypertrophie bénigne de la prostate, donc c'est une pathologie qui est très fréquente en urologie. Parmi les motifs de consultation les plus fréquents en consultation et pas dans les urgences. Les urgences en général, je vous les conséquences ou les complications aiguës de l'hypertrophie bénigne de la prostate. Donc c'est une pathologie qui est très fréquente. Donc c'est une pathologie du sujet âgé. Elle est présente chez 50% des sujets supérieurs à 50 ans. Donc elle affecte 50 à 75% des hommes plus de 50 ans. Donc la moitié des hommes supérieurs à 60 ans présentent des symptômes ou des troubles urinaires en rapport avec l'hypertrophie bénigne de la prostate. Donc cela signifie que pas tous les sujets qui présentent un adénome ou une hypertrophie bénigne de la prostate sont symptomatiques. La majorité des cas sont asymptomatiques. Donc cette fréquence, 50 à 75%, c'est une fréquence anatomique, c'est-à-dire fait l'appareil urinaire des sujets, fait la prostate taham, ils ont un volume prostatique élevé. Mais cela ne signifie jamais qu'il y a une symptomatologie liée à l'hypertrophie bénigne de la prostate. Donc elle peut être symptomatique, elle peut être asymptomatique, elle peut conduire à des complications comme elle ne peut conduire pas à des complications. Donc la moitié des hommes de plus de 60 ans ont des troubles urinaires en rapport avec l'hypertrophie bénigne de la prostate. Rappel anatomique, la prostate est une glande masculine, elle est développée autour de l'urètre sous-vésical. Donc au carrefour des voies urinaires et séminales. Donc, elle permet le passage à la fois du sperme et des urines. C'est pour ça qu'on l'appelle le carrefour urénogénital. Donc, chez l'adulte jeune, son poids est de 15 à 20 grammes. Lorsque le volume de la prostate augmente, donc cela signifie une hypertrophie bénigne de la prostate. Donc, sa base, elle est supérieure, elle est située en contact direct avec le col vésical et les vésicules séminales en arrière. Donc, son apex est la partie la plus basse, elle est plongée dans le diaphragme pelvien. Ses parois latéraux reposent sur le muscle releveur de l'anus. Donc, la face antérieure, elle est en rapport direct avec la symphyse pubienne. Sa partie postérieure, elle est en rapport avec le rectum. Donc, le rectum par l'aponévrose qui s'appelle l'aponévrose de Denonvilliers. Seule la face postérieure, et elle est accessible au toucher rectal. Donc, qui déroule un toucher rectal au malade, il y a la face basse qui est touchée. La partie antérieure, la base, l'apex, au niveau antérieur, donc, sont situés plus profondément. Même les biopsies, des fois, lorsqu'on fait des biopsies avec un volume prostatique élevé, des fois, on n'arrive même pas à la partie antérieure, si le volume prostatique est élevé. D'accord? Donc, c'est sous la dépendance de la testostérone et sa réduction que se développent les structures où s'effectue la croissance et la différenciation des structures. C'est une information très importante parce que la 5-alpha réductase sera des cibles pour le traitement de l'hypertrophie bénigne de la prostate dans l'un des armes thérapeutiques. On a une anatomie qui s'appelle l'anatomie zonale, c'est-à-dire on divise la prostate en des zones, sont des zones par rapport aux structures histopathologiques. Donc, elle n'est pas vraiment une structure anatomique, mais une structure histopathologique. On a la zone la plus antérieure, c'est la zone fibreuse antérieure. Elle n'a pas de glandes à l'intérieur. Donc, sa structure est uniquement stromale. C'est pour ça que cette zone, elle ne sera jamais le siège d'un adénocarcinome de la prostate. Qui dit un adénocarcinome, c'est-à-dire un cancer qui se développe à partir des structures glandulaires. Donc, elle est dépourvue de structures glandulaires, elle ne sera jamais le siège d'un cancer ou un adénocarcinome de la prostate. Un adénocarcinome de la prostate. Le sarcome, il peut se développer de cette zone. On a la zone périphérique. Donc, la zone périphérique, c'est la partie la plus importante. Elle est située en arrière et elle entoure jusqu'à l'urètre prostatique. On a la zone centrale, elle est située en avant de la zone périphérique. On a la zone de transition, c'est la zone où se développe l'hypertrophie bénigne de la prostate. Donc, la zone périphérique, elle contient la majorité ou le pourcentage le plus élevé du siège de développement de l'adénocarcinome de la prostate. La zone de transition, c'est celle où se développe l'hypertrophie bénigne de la prostate. D'accord? Donc,
c'est l'anatomie zonale de la prostate, l'anatomie de McNeil. D'accord. Donc la zone fibreuse est la moins importante car elle ne comporte que des glandes, elle ne comporte pas des glandes prostatiques, donc elle ne donne lieu à aucune pathologie. On va parler un peu de la physiopathologie de l'hypertrophie bénigne de la prostate. Donc le développement de l'hypertrophie bénigne de la prostate entraîne un obstacle à la vidange prostatique. Donc le pronostic est lié au retentissement de l'hypertrophie bénigne de la prostate sur les parois viscérales, sur la vessie elle-même et sur le haut appareil urinaire. Donc lorsqu'il y a un obstacle sur les voies urinaires, automatiquement la stase et l'hyperpression au niveau des structures en amont vont être altérées par cette hypertrophie et par l'obstacle sous-visical. Donc, l'obstruction en rapport avec l'hypertrophie bénigne de la prostate, elle ne résulte pas uniquement du volume de la prostate, mais on a deux composantes essentielles de l'obstacle de l'hypertrophie bénigne de la prostate. On a l'obstacle mécanique. L'obstacle mécanique est lié au volume lui-même. On a la composante dynamique, elle est liée à la contraction des fibres musculaires lisses intraprostatiques. Donc lorsqu'il y a une augmentation du volume de la prostate, l'obstacle n'est pas lié uniquement au poids de la prostate ou la composante mécanique de la prostate, mais aussi aux composantes dynamiques. Cela signifie que pour traiter le malade, on a deux choix. Est-ce qu'on peut agir, parce qu'on peut agir sur la composante mécanique et la composante dynamique, les deux. Le deuxième intérêt de l'information, c'est qu'il n'y a aucun parallélisme anatomo-clinique entre le volume prostatique et la symptomatologie liée à l'hypertrophie bénigne de la prostate. Un malade lié avec une hypertrophie bénigne de la prostate estimée à 100 ml ou à 100 cc, capable d'être asymptomatique, au patient avec un adénome de la prostate de 30 cc, il est symptomatique ou bien qu'il est retentionniste. D'accord. La composante mécanique, c'est la seule qui génère la physiopathologie de l'hypertrophie bénigne de la prostate. Donc, en conséquence, la résistance urétrale au passage du flux urinaire augmente. Donc, la vessie compense initialement par une hypertrophie du muscle du trésorier, au muscle du trésor de la vessie. Donc, comme toute compensation, qui m'a fait l'insuffisance cardiaque, qui m'a fait n'importe quelle pathologie humaine, la première compensation, c'est l'hypertrophie. La vessie, elle contient plusieurs couches. D'accord, la couche épithéliale ou la urothéliale de l'urothélium, la musculeuse de la muqueuse, donc la muqueuse, le tissu urothélial ou l'épithélium, la musculeuse de la muqueuse, la musculeuse, la sureuse, la formation graisseuse, il y a la couche la plus externe. Donc, la partie qui compense, c'est la musculeuse. D'accord. En bas, le débit urinaire est maintenu grâce à une plus forte contraction des trésors. Donc, à une première phase, le patient ne réussit pas la symptomatologie parce que le muscle est compensé. Après, on aura, lorsque le muscle vésical compense, il y aura un dépassement de ces mécanismes de compensation. Donc, le muscle vésical sera altéré. Donc, les fibres musculaires se détériorent. On parle alors d'une vessie qui s'appelle la vessie de lutte. On peut les voir par la cystoscopie, les bloc chez toi. La cystoscopie, c'est-à-dire qu'il la cam dans la filière urétrale ou tu vois la vessie. Donc, qui نشوفوا واحد ليسي نقدروا نعرفوا بلي هذه كانت une vessie de lutte. Donc, sont des signes endoscopiques. D'accord. Endoscopie ou la cystoscopie, l'endoscopie, elle englobe tous les endoscopes. La cystoscopie, c'est l'endoscopie de la vessie. Donc, on parle de vessie de lutte, elle est caractérisée par des signes endoscopiques typiques. Les trabéculations et les cellules et les diverticules vésicaux. D'accord. C'est bon. Des trabéculations, les fibres musculaires, ou à l'intérieur, c'est beau, des cellules. D'accord.
ولا تصيبوا des diverticules vésicaux. Diverticules vésicaux اذا دينا une coupe de la paroi vésicale راح يكونوا هكا كيما diverticules du côlon là. Donc c'est une hernie de la muqueuse à travers une musculeuse qui est affaiblie. D'accord. C'est beau un diverticule comme ça avec son collier. Le collier du diverticule, des fois il compte retentionniste, des fois l'air. D'accord. Donc il contient des urines. Lorsqu'il se contracte, le patient urine, les urines il peuvent derrière, donc il sera l'origine des infections urinaires à répétition. Un stade ultime, lorsque la vessie est distendue et non fonctionnelle, on parle de vessie claquée. Donc elle est responsable d'une rétention chronique d'urine. Donc la vessie, elle ne peut pas se contracter, elle contient des urines. Et la rétention indolore, donc il y a une rétention douloureuse, c'est la rétention vésicale aiguë, RVA. D'accord. La rétention vésicale chronique. La différence entre c'est la douleur ou la symptomatologie. La rétention vésicale chronique, donc la vessie fait des urines, le sujet mange des urines, mais il est presque asymptomatique, donc il ne pas la douleur. Donc, il n'existe pas de parallélisme anatomo-clinique. Cela veut dire que l'importance des symptômes et le retentissement de l'hypertrophie bénigne de la prostate n'est pas proportionnel au volume de l'adénome de la prostate par la présence de la composante dynamique. Donc, le retentissement sur le haut appareil urinaire peut aboutir à bas bruit vers l'insuffisance rénale chronique. La vessie, elle est descendue, une rétention vésicale chronique, une urétérohydronéphrose bilatérale. L'urétérohydronéphrose bilatérale, c'est un retentissement sur le parenchyme rénal, le patient il commence à dégrader sa fonction rénale. C'est-à-dire la vessie, هذو هما les meilleurs urétérovésicaux, هكا. Donc, bon, il y a une information c'est que l'urètre prostatique, ce n'est pas une entité clinique. C'est le carrefour qui est laissé par la prostate. Donc, il y a une paroi urotiliale qui met le reste de l'urètre. D'accord. Donc, il y aura une hypertrophie bénigne de la prostate, un obstacle au passage des urines. Donc, il y aura un retentissement sur le haut appareil urinaire. Ça sera une dilatation complète. Ou le pilon ou les calices. Cette dilatation qui le parenchyme rénal, qui est normalement fait 3 cm, et sera aminci par l'hyperpression. Il y a une fine bande qui marque. Donc l'unité fonctionnelle du rein, le parenchyme rénal, tout est aminci. Qui dit aminci, elle n'est pas fonctionnelle. Ou elle est fonctionnelle d'une intensité moindre. Donc le patient, il dégrade la fonction rénale, un chiffre de la créatinémie élevé avec la clairance basse. D'accord. Donc l'examen clinique chez un patient qui consulte pour des symptômes du bas appareil urinaire. Donc, le diagnostic de l'hypertrophie bénigne de la prostate repose sur l'interrogatoire et l'examen clinique. Et quelques examens paracliniques. Donc, l'interrogatoire qui recherche les symptômes qu'on appelle les symptômes du bas appareil urinaire, on va les détailler après. L'examen clinique est dominé par le toucher rectal. Le toucher rectal, il confirme l'augmentation du volume prostatique. On verra après qui fait. Donc, à l'interrogatoire, on cherche les symptômes du bas appareil urinaire. On divise les symptômes du bas appareil urinaire en 2 types. Les signes irritatifs et les signes obstructifs. Les signes obstructifs sont des signes qui sont liés direct à l'obstruction. Les signes irritatifs sont des signes qui sont liés à l'irritation de la paroi vésicale en rapport avec un obstacle. Donc, la paroi vésicale qui est altérée, elle donne des signes irritatifs. Les signes irritatifs, c'est bon uniquement dans l'hypertrophie bénigne de la prostate. C'est bon dans toutes les pathologies qui touchent la vessie. Par exemple, un patient qui a une cystite, c'est bon, probablement les pathologies.
patient اللي عنده une tumeur de la vessie بالك تصيبوا عنده c'est signes. D'accord. في l'hypertrophie bénigne de la prostate c'est l'association des signes irritatifs et des signes obstructifs. Le signe irritatif, le premier, c'est la pollacurie. Quelle est la définition de la pollacurie? Augmentation de la fréquence. C'est une augmentation de la fréquence d'émission. On a deux types de pollacurie. On a la pollacurie nocturne et la pollacurie diurne. La pollacurie diurne est définie par que le patient ne peut pas contenir 6 mictions plus de 2 heures. يتسمى le patient اللي يدخل للتواليت على 8 وبعد كيعاود يدخل على 9:30. Donc, il présente une pollacurie diurne. La pollacurie nocturne, c'est une pollacurie lorsque la fréquence d'émission augmente supérieure à 3 fois durant la nuit. D'accord. Qui ينوض في الليل 3 fois باش يروح للتواليت. Donc c'est une pollacurie nocturne. D'accord. L'impériosité mictionnelle, نسموها aussi urgentule. C'est une urgentule. C'est une miction impérieuse ou urgente. Donc le patient راح يعطيكم بهذا le terme يقول لك باللي راهو يغلبني تطيع الماء. Donc كي يبدا يحس روحو بلي راه حاب يروح للتواليت ما يوصلش اون جينيرال ما يوصلش للتواليت دونك يورين قبل ما يوصل. هي اسمها l'urgenturie ou l'impériosité mictionnelle. Donc miction nocturne حكينا عليها c'est la pollacurie nocturne. L'urgence mictionnelle c'est la même chose que l'impériosité. On a le volume mictionnel réduit. Donc la vessie ماهيش تفيدي كامل les urines. On a les signes obstructifs. On a le retard de démarrage ou le retard de l'initiation de la miction. Donc le patient qui يروح toilette, il part 2 minutes, 3 minutes باش يقدر يبدا sa mission. Le jet en pompe d'arrosoir. يجي هكا le jet urinaire du patient. On a le jet faible. D'accord. On a les gouttes retardataires. واش معناها؟ معناها le patient qui يدخل il urine. Donc يكمل la miction تاعو, il y aura des gouttes retardataires après la miction. Donc عندنا la miction en 2 temps. Le patient يروح للتواليت, donc il urine, يعاود يخرج après 5 minutes يعاود يدخل parce qu'il sent qu'il n'a pas vidé totalement ou il n'a pas continué sa miction. On a la miction prolongée dans le temps. Donc يطول بزاف يبقى في التواليت 10 minutes باش يكمل sa miction. D'accord. On a la rétention complète ou incomplète des urines. La rétention complète, c'est l'équivalent de la rétention vésicale aiguë. C'est une complication. Le chapitre des complications. Donc, la miction par regorgement. Je m'en la miction par regorgement, c'est que le patient il met un tableau d'une incontinence urinaire, alors qu'il ne s'agit pas d'une incontinence urinaire, le sphincter du malade est totalement intact. C'est le stade ultime de la rétention vésicale chronique. Donc, la vessie du malade est tellement remplie que راح يروحوا des gouttes. هذوما les gouttes يسموهم miction par regorgement. هكا. هذوما يسموهم les mictions par regorgement. Mais le patient qui dit في l'interrogatoire راح يمثل لك un tableau d'une incontinence urinaire. راح يقول لك بلي مانيش نشد التطيال. راح يقول لك بلي ماشي نقدر نشد التطيال الماء. Les sous-vêtements du patient ou le méa urétral lorsqu'on l'examine est mouillé, d'accord, alors que le sphincter est intact, d'accord. Donc, l'intensité des symptômes cliniques et le retentissement sur la qualité de vie du patient sont évalués objectivement par le score symptomatique de la qualité de vie, c'est le mot les PSS. هذا دايرته l'association américaine des urologues. C'est un formulaire ou un auto-questionnaire, mais ماهوش traduit en arabe, donc احنا ما كاينش كيفاش il n'est pas traduit, donc les patients ماهوش راح يفهموا لو كان تمدوا لهم بالفرنسي ولا d'accord. Donc هذا فيه des critères و après هذوما les critères تجمع un score. هذا le score symptomatique على حسابه est-ce que تشوف la symptomatologie est-ce que elle est sévère, est-ce qu'elle est moyenne ou la
d'intensité faible. D'accord. Donc, il est utile pour le suivi des patients et pour évaluer l'efficacité des différents traitements. Donc, le patient, إذا كان عندك تمد له le score des PSS, راح يعطيك un score. On va dire que le score s'est amélioré après le traitement. Après 3 mois, par exemple, le score راح تكون un score amélioré. Donc, tu es efficace en matière de traitement. Donc, l'interrogatoire doit également préciser l'état général du patient, les antécédents urologiques, les pathologies et les traitements pouvant affecter la DURS. L'état général du patient, surtout, est-ce que vous pouvez lui offrir un traitement chirurgical lorsqu'il y a une indication? Les antécédents urologiques pour faire le diagnostic différentiel avec d'autres pathologies, à savoir la sténose, par exemple, sténose de l'urètre. Donc le patient est déjà opéré pour une hypertrophie bénigne de la prostate ou de résection, et après, Jack en rétention vésicale ou le Jack avec des symptomatologies du bas appareil urinaire, à savoir la dysurie ou les signes irritatifs, la polacurie. On check surtout في les sténoses de l'urètre post-thérapeutique ou la post-chirurgique. D'accord. Donc les pathologies et les traitements pouvant affecter la DURS. Par exemple, un patient diabétique. راح تكون عنده une polyurie et non pas une polypollacurie. Donc le volume de la miction اللي راح يكون élevé. كي يكون le volume de la miction élevé, automatiquement راح يروح بزاف للتواليت. ماشي كيما un sujet qui est normal. D'accord. L'examen clinique, c'est surtout le toucher rectal. Bon, comment on peut faire un toucher rectal? Donc, il représente le geste indispensable à réaliser. Donc, un patient supérieur à 50 ans, il dit la consultation urologique, le toucher rectal est obligatoire. D'accord. Il rentre dans le cadre du dépistage personnalisé de cancer ou l'adénocarcinome de la prostate. Donc, via le dépistage, on fait un toucher rectal et un dosage du PSA annuel, une fois par an. D'accord. Donc, un patient lié de la consultation d'urologie déroule un toucher rectal, c'est obligatoire. D'accord. Il représente le geste indispensable à réaliser. Donc, il est en position gynécologique. Donc, تقدروا ديروا la position génopectorale تاع كيما تاع la chirurgie ولا حنا نديروها en position gynécologique. شكون كانوا معنا في la consultation تاع الحد مع دكتور بوماس؟ بون راه وريلهم كيفاش يديروا la position et le toucher rectal. Donc, en position gynécologique, les genoux écartés et fléchis. Donc, on utilise un gant et un gel anesthésiant ou un gel lubrifiant qui s'appelle xylocaïne gel. D'accord. On fait le toucher rectal par l'index. Qu'est-ce qu'on peut apprécier sur le toucher rectal du côté urologique? Premièrement, il apprécie le volume de la prostate d'une façon approximative. La pute du doigt, c'est l'équivalent de 20 cc. C'est l'équivalent de 20 cc. Donc, qui trouve le volume de la prostate supérieur à 3 fois la pulpe du doigt, donc il y a un radion de la prostate approximativement supérieur à 60 cc. Il faut que 60 cc, donc c'est le maximum. D'accord. Premièrement, on peut trouver une disparition du sillon médian. La prostate, elle est séparée sur le plan anatomique par 2 lobes, le lobe droit et le lobe gauche. D'accord. Sont séparés par un sillon, le sillon médian. Normalement, il est appréciable fait le toucher rectal. Lorsqu'il y a une hypertrophie bénigne de la prostate, vous ne pouvez pas apprécier ce sillon médian. Donc, la consistance qui est ferme et souple à la fois, qui dit ferme, elle ne dit pas dur. Ferme haja ou dur haja. Donc, la consistance normale, c'est une consistance ferme et souple, lisse, régulière et indolore à la palpation. D'accord. Et là, c'est une consistance qui est dure. Suspicion d'un adénocarcinome de la prostate. Donc, obligatoirement, on fait une biopsie. D'accord. Et là, il y a un toucher rectal douloureux. C'est l'équivalent d'une prostatite. La prostatite, c'est l'infection bactérienne de la prostate.
Donc, qui تكون عندك parmi ces signes, la prostatite, parmi ces signes, la prostatite aiguë, parmi ces signes primordiaux, c'est le toucher rectal douloureux en association avec la fièvre, le syndrome infectieux, à savoir la fièvre, l'hyperleucocytose, CRP élevé, l'USRIS, le syndrome de réponse inflammatoire systémique à l'infection. هذوما كامل تصيبوهم لا تاكيكاردي اسف لا تاكيكاردي لا تاكيبني هذوما كامل تصيبوهم في لا بروستاتيت ايك داكور la pyurie c'est là c'est rare وين c'est pas fait la pyurie surtout fait les cystites donc voici comment on fait par l'index le toucher rectal en position gynécologique genou fléchi et écarté. Donc le reste de l'examen c'est l'état des organes génitaux externes. Donc, on apprécie les testicules, le scrotum, est-ce qu'il y a une présence d'une grosse bourse ou là. Donc, on recherche une sténose du méa érythral qui est un diagnostic différentiel de l'hypertrophie bénigne de la prostate. Diagnostic différentiel. Donc, les sténoses du méa érythral, ils donnent les signes obstructifs et des fois irritatifs comme l'hypertrophie bénigne de la prostate. D'accord. Voici l'urètre. Lorsqu'il y a une sténose ici, donc il y a automatiquement la dysurie, la pollacurie, les signes irritatifs capable de la rétention vésicale aiguë. D'accord. On recherche éventuel globe vésical. Globe vésical, je l'ai dit détail globe vésical. Donc globe vésical, la rétention vésicale aiguë, c'est une impossibilité de miction associée à une vessie qui est pleine en rapport avec un obstacle sous-vésical. L'obstacle sous-vésical, la prostate en général, quel que soit, on parle d'une façon anatomique. La prostate ou l'urètre. La prostate, par ses pathologies, soit l'adénocarcinome, soit l'adénome, ou l'hypertrophie bénigne de la prostate, soit des fois la prostatite, tu mets de une rétention vésicale aiguë, ou l'urètre. L'urètre, ils sont dominés par sténose surtout. D'accord. Donc, le reste de l'examen est fait pour éliminer le diagnostic différentiel. Donc, le patient, il peut se présenter comme dans le cadre d'une rétention vésicale aiguë. À l'interrogatoire du patient, il parle qu'il a une histoire d'une désirée ou des symptômes du bas appareil urinaire auparavant ou mal consulté. Des fois, le malade même qui consulte, il dit qu'en rétention vésicale aiguë des fois. Donc, recherche d'un contact lombaire. Le contact lombaire, on l'apprécie par une palpation bimanuelle de la force lombaire. La main gauche ou la droite, ça dépend le côté. Donc, fait la région lombaire, l'autre main fait la région de l'hypocondre. Donc, on apprécie une augmentation du volume du rein. Le gros rein est lié en général à l'hypertrophie bénigne de la prostate, lié à la dilatation. D'accord. Comme tu dis, quand tu es devant un gros rein, mais cache. Bon, le gros rein, c'est l'augmentation du volume du rein. Donc, il est lié à plusieurs étiologies. Est-ce que le parenchyme, c'est celui qui augmente le volume ou là, les voies excrétrices? Dans ce cas, les voies excrétrices ont l'étiologie le gros rein. C'est rare في هذا الوقت 2020 etc. c'est rare de trouver un gros rein devant une hypertrophie bénigne de la prostate. Donc les patients se consultent en général. Le patient, il peut se présenter dans un cadre de complications évolutives de l'hypertrophie bénigne de la prostate. La première complication, c'est la rétention vésicale aiguë. Donc, elle survient généralement après un long passé de désurée. Donc, le patient, il a une difficulté à uriner. Donc, elle correspond à une rétention vésicale incomplète avec une augmentation progressive du résidu post-mictionnel. Donc, le résidu post-mictionnel, c'est le résidu de la vessie ou le volume d'urine dans la vessie après une miction. On peut les apprécier soit le patient, on va une échographie avec une estimation. تقدر تعرفها aussi après un sondage. Donc le patient يروح يوريني tu le sens وتشوف شحال لي زورين تاعو
ولا تقدر تشوفها par la débitmétrie. La débitmétrie, c'est un examen fonctionnel. Donc, on a deux types. On a la rétention aiguë ou la rétention chronique. La rétention aiguë dit avec la douleur. Donc, le patient il dit qu'il avec des douleurs au niveau de la région hypogastrique. À la palpation, on trouve une masse qui est rémitante à convexité supérieure. Donc, normalement, la vessie, elle n'est pas palpable. Donc, elle est au-dessus de la symphyse pubienne. Donc, c'est une masse rémitante au-dessus de la symphyse pubienne avec une convexité supérieure. D'accord. Ok, la rétention vésicale chronique, c'est le résidu post-mictionnel. Donc, J, elle est indolore. Et la rétention vésicale aiguë qui est douloureuse. Donc, elle doit être traitée en urgence par un drainage. Le drainage, par voie rétrograde. Donc, on met une sonde vésicale. Tu as la sonde vésicale. Une sonde vésicale. Ou par un cathétérisme suspubien. Donc, elle est la vessie. Elle est la prostate. D'accord. Elle est la vessie. Elle est la symphyse pubienne. Elle est en antérieur. Ou elle est en postérieur. D'accord. On fait elle est la peau du patient. On fait un cathétérisme suspubien ou laisse-moi la ponction suspubienne. D'accord. On fait un cathétérisme ou la sonde, la sonde de cystostomie. Donc, on évacue direct les urines de la vessie, l'extérieur sans passer par la filière urinaire qui reste. Shiftez-vous à la cystostomie ou la jamais. Donc, après un épisode de rétention vésicale aiguë, le patient ne va pas uriner. Donc, il peut reprendre une miction. La miction, il peut la reprendre après un traitement ou son traitement. Donc, on fait des tests d'ablation de la sonde. Donc, de préférence, donc il dit que malade en rétention vésicale aiguë. Tu fais le diagnostic de l'hypertrophie bénigne de la prostate. Tu le traites, tu mets un traitement, une classe thérapeutique qu'on va parler après. Après, tu fais un test d'ablation. C'est-à-dire le patient, après 5 jours de traitement, 3 à 5 jours, tu fais un test d'ablation. Donc, tu as convoqué, tu as la sonde urinaire. Est-ce qu'il va reprendre la mission ou pas? S'il ne reprend pas sa mission, tu as sondier, tu as convoqué à 21 jours du traitement. Tu fais un deuxième test d'ablation. Donc le patient, durant cette période, il peut reprendre sa mission. On commence le traitement médical. Donc l'émission par regorgement, il s'agit d'un stade ultime de la rétention vésicale incomplète. Donc les urines s'écoulent d'une façon permanente par le méa urétral. Donc le tableau clinique simule une fausse incontinence. Donc le patient qui alors c'est une fausse incontinence. À l'examen clinique, il existe un globe vésical classiquement indolore, donc elle rentre dans le cadre d'une rétention vésicale chronique. Et c'est toucher une masse rémitante suspubienne, alors que le patient il n'est pas agité, mais il touche la douleur. Donc le gland et les sous-vêtements du patient sont souillés d'une façon permanente. Donc la recherche d'un retentissement sur la fonction rénale est symptomatique parce que qui est au sein de le stade, automatiquement il y a une urétéro-hydronéphrose bilatérale avec un retentissement sur la fonction rénale, éventuel retentissement sur la fonction rénale. Pourquoi c'est indolore? Parce que jette d'une façon progressive, mais d'une façon aiguë. La rétention vésicale aiguë, la rétention vésicale aiguë, c'est-à-dire interruption brutale. D'accord. Brutale, c'est-à-dire le patient n'a un résidu post-mictionnel. Donc, il y a les symptômes du bas appareil urinaire, mais il y a un résidu post-mictionnel. Donc, d'une façon brute, il y a un obstacle total sous-vésical. Il y a une accumulation des urines. Cette accumulation est d'une façon aiguë. Qui dit aiguë ou la hyperpression d'une façon aiguë, qui m'a par exemple
la cholécystite par exemple, ou un obstacle d'une façon aiguë, c'est-à-dire la douleur. C'est la dilatation brutale. Avec l'hyperpression brutale, il y a de la douleur. Par contre, la rétention vésicale chronique ou le résidu post-mictionnel, c'est-à-dire quand le patient a un petit résidu, au fur et à mesure, il يتكبر. حتى تولي un résidu post-mictionnel significatif. L'évolution d'une façon progressive ما ديرناش la douleur, d'accord. هذه هي la différence بيناتهم. Donc, le drainage après une rétention vésicale aiguë donc, doit tenir compte d'un possible syndrome du levé d'obstacle. في la urine obstructive, le syndrome du levé d'obstacle. Donc, c'est une perte de la concentration d'urine. Donc, le patient qui déroule un sondage, vous clampez la sonde, qui est 500 cc, vous clampez la sonde. D'accord. Donc, parmi les complications évolutives de l'hypertrophie biliaire de la prostate, c'est l'infection et la lithiase vésicale. Différents tableaux cliniques sont possibles. La prostatite, l'orchiépididymite. La prostatite, c'est l'infection bactérienne de la glande prostatique. L'orchiépididymite, c'est l'infection bactérienne, rarement virale, mais en général du testicule et de l'épididyle. Le survenu de calcul de la vessie, il est généralement secondaire à la stase urinaire. Donc, lorsqu'il y a des stases urinaires, il y a des sédiments qui vont générer des calculs. Les calculs de stase. Ok, les calculs de migration. Les calculs de migration, on les dit d'accord. Les calculs de stase. Donc, parce qu'ils sont secondaires aux stases urinaires de la vessie. Donc, le calcul est formé au niveau vésical ou d'origine rénale. En général, il est formé ici. Au stade évolutif, lorsqu'il y a une urétero-hydronéphrose, il peut se développer au niveau rénal, mais les tableaux cliniques sont rares. Donc, le calcul lui-même, il a un rôle dans l'infection urinaire. Qui dit calcul dans un corps, dit infection. Donc, l'infection est liée au stade urinaire et la présence des calculs s'ils sont présents. C'est clair? L'hématurie, elle est rare dans l'hypertrophie biliaire de la prostate. C'est un patient lidico en hématurie, fait l'exploration de l'hématurie. L'hypertrophie biliaire de la prostate, c'est la dernière cause qu'il faut l'incriminer. Il faut éliminer d'abord les pathologies tumorales. Devant toute hématurie, l'hypertrophie biliaire de la prostate n'est rendue responsable d'une hématurie qu'après avoir éliminé toutes les autres causes possibles de l'hypertrophie biliaire de la prostate. J'ai maladie avec une hypertrophie biliaire de la prostate ou qu'on est comme une hypertrophie biliaire de la prostate, et j'ai une hématurie, vous rattachez direct la cause à l'hématurie, vous traitez le malade. Le malade a une possibilité de développer une tumeur de la voie excrétrice, tumeur de la vessie, qui sont l'origine ou la fréquence la plus élevée في les hématuries. Les lithiases ou les infections sont les étiologies les plus fréquentes. Les examens complémentaires, on demande à la première consultation un SUBU, c'est un document médico-légal. Donc, étude cytobactériologique des urines, c'est un document médico-légal. Donc, probablement, le patient dit avec des symptômes du bas appareil urinaire, avec un SUBU positif. Vous traitez l'infection. Il y aura les symptômes du bas appareil urinaire. Donc, les symptômes qui sont d'origine de l'infection urinaire ou de l'hypertrophie biliaire de la prostate. Le deuxième examen, c'est l'échographie réno-vésico-prostatique. Donc, c'est un examen simple, elle est non invasif, elle est répétitive, elle n'est pas chère. Donc, elle permet l'étude du haut appareil urinaire pour s'assurer de l'absence de dilatation de celui-ci. Donc, le premier intérêt de l'échographie, c'est le retentissement. Appréciez le retentissement. D'accord? Le retentissement sur le haut appareil urinaire et sur la vessie. Les complications, les diverticules vésicaux et les calculs. Donc, il permet aussi une étude de la vessie à la recherche d'un retentissement à type de diverticule et la mesure du volume des résidus post-mictionnels.
Le USD post-mictionnel, qui m'a dit qu'on a pas de Pareil. par échographie, débimétrie ou par sondage. En général, quand on a fait la consultation, on utilise l'échographie. Donc, l'intérêt de l'échographie, ce n'est pas un intérêt diagnostique, mais un intérêt dans la recherche des complications. Le diagnostic de l'hypertrophie bénigne de la prostate est un diagnostic clinique. D'accord. Donc, il permet l'échographie suspect-bien. On a fait la consultation tout à l'heure, on utilise l'échographie suspect-bien en général. Mais la meilleure, c'est l'échographie transrectale. Alors, on a un patient qui a une échographie transrectale. Donc, on utilise l'échographie suspect-bien. Donc, soit par l'échographie suspect-bien, soit par l'échographie endorectale, elle permet d'apprécier ou mesurer le volume de la prostate par échographie suspect-bien ou échographie endorectale. باش نقول لكم حاجه الميزور du volume de la prostate il est mieux apprécié par le toucher rectal que l'échographie. L'échographie endorectale, c'est vrai, elle permet d'apprécier le volume de la prostate, l'IRM prostatique, kiff, mais le meilleur examen, c'est le toucher rectal. Qui dit un patient, un toucher rectal, aussi un volume prostatique, c'est bon, le diagnostic est possible. D'accord. Donc, soit par l'échographie endorectale, elle permet de mesurer le volume prostatique, donc donnant une meilleure appréciation de celui-ci que le simple toucher rectal, associé au palpé abdominal. D'accord. Donc, l'échographie endorectale, c'est le voie de l'échographie le mieux pour mesurer le volume de la prostate, mieux que l'échographie suspecte. Donc, les intérêts de l'échographie. Donc, l'échographie, elle permet également de guider une possible biopsie prostatique. Après, on va voir les biopsies prostatiques. Donc, elle n'est pas réalisée de façon systématique. Elle représente l'examen morphologique le moins invasif. Donc, la voie transrectale est préférée que la voie suspect-bien. La voie suspect-bien est utilisée s'il y a une contre-indication à la voie transrectale. Donc, elle a totalement supplanté l'urographie intraveineuse. Donc, l'urographie intraveineuse, c'est un examen ancien. D'accord. Donc, elle permet d'apprécier le retentissement de l'obstacle prostatique. C'est le donné essentiel de l'échographie. Donc, le donné essentiel de l'échographie, c'est le retentissement. Donc, au niveau... retentissement. Donc, la présence et l'importance des résidus post-mictionnels, l'existence de signes de lutte, les diverticules vésicaux, donc la présence de calculs vésicaux, la présence d'un lobe médian. Lobe médian, c'est bon. Donc, lobe médian, c'est le. On a deux lobes de la prostate. Qui trouve qu'il y a une hypertrophie bénigne de la prostate, qu'il y a un développement, c'est le lobe médian. Donc, vous pouvez l'apprécier, l'hypertrophie bénigne de la prostate. Donc, au niveau rénal, elle recherche une dilatation des cavités pyélocalicielles. Donc, elle permet aussi de rechercher les caractéristiques morphologiques, donc le volume de l'hypertrophie bénigne de la prostate. L'appréciation du volume est utile pour définir la technique opératoire. Les coupes sagittales sont les plus adaptées pour apprécier un lobe médian. Les coupes sagittales, c'est-à-dire les coupes les turférons. La symphyse pubienne en avant. Après la vis, les coupes. En général, un lobe médian lorsqu'il existe. Donc, l'analyse de l'écostructure n'est ni spécifique ni sensible pour identifier un cancer non palpable. Il se met un patient, un radiologue, une prostate d'écostructure hétérogène ou là, mais un intérêt le diagnostic de l'hypertrophie bénigne de la prostate. Pardon, l'ADK de la prostate, l'adénocarcinome de la prostate. L'adénocarcinome de la prostate, ما تديروش كامل الديagnostic par l'échographie ou les données échographiques ما عندهم حتى معنى في l'adénocarcinome de la prostate. عندنا la débimétrie mictionnelle. Seule façon de quantifier de façon objective la dysurie. Le patient يقول لك بلي راهي عندي une dysurie ou une difficulté à uriner. Mais la notion اللي راح يرابورتيها un patient ماشي la même notion اللي راح يرابورتيها un autre. Comment on peut objectiver d'une façon des chiffres, comment vous pouvez objectiver par des chiffres la dysurie. عندنا la débimétrie.
La débitmétrie qui dit un débit, c'est le volume par unité de temps. يسمى le patient شحال uriné, le volume تاعو par seconde. هذا هو l'intérêt de la débitmétrie. Donc, elle est réalisée en général au cours de la consultation. تقدر ديرها في الكابيني تاعك. Donc, elle mesure le débit urinaire, c'est le volume uriné en fonction du temps. Donc, le débit urinaire maximum, le débit urinaire max. Donc, راح تكون عندكم une courbe normale. La courbe normale فيها le volume par unité de temps. اعتبروا فيها une telle courbe. هكا. فيها un débit, le débit max. C'est le débit maximum, le volume le plus élevé في هذيك la mixture. عند les sujets normaux, il est supérieur à 20 cc par seconde. D'accord. كي ما تكونش عندكم هذه la courbe, donc le patient est désurique. راني نشوف هنا باللي ما كاينش un Q max où le Q max le plus élevé est inférieur à 15. D'accord, qui est inférieur à 15, le patient est désurique. Ou à 10, c'est une altération. Donc un débit inférieur à 10 millilitres par seconde. Donc, et franchement, le débit maximum est franchement pathologique. Donc, qui ne reste pour la surface, le volume mictionnel. La surface, c'est le volume mictionnel. D'accord. Donc, quels sont les intérêts de la débitmétrie? Le Qmax. Il est situé normalement entre 20 et 30 millilitres par seconde. Le débitmétrie, il permet d'objectiver la dysurie. Le débitmétrie qui dit le patient, le Qmax inférieur à 10, de façon objective, le patient vraiment dysurique. Mais je barque l'interrogatoire du patient. Donc, il permet aussi d'objectiver et de quantifier la dysurie. Le volume uriné doit être supérieur à 150 ml, la surface supérieure à 150 ml. Donc le patient, il خرج كامل les urines تاعو, ما كاينش un résidu post-mictionnel. Donc les valeurs importantes données par la débitmétrie sur le volume urinaire, qui نحسبوا هذه la surface, عندك le débit maximum, c'est le Qmax. عندك le débit moyen, هذه c'est-à-dire le débit moyen, c'est-à-dire هذا le débit كامل la moyenne تاعو. D'accord. وعندنا le temps mictionnel. Le temps mictionnel تقدر تعرفوا هنايا بين le début de la miction ou la fin تاعها. Le débit maximum est franchement pathologique s'il est inférieur à 10 ml par seconde. Voici une courbe normale. Voici une courbe pathologique. Une courbe normale, le patient a un début de la miction, un Qmax, une courbe avec un Qmax. Lorsqu'il est obstructif, mais cache une telle courbe, ou la forme d'une courbe normale. Le dosage du PSA. Quatrièmement, fait les examens complémentaires. Le PSA, c'est un antigène spécifique de la prostate. Spécifique de la prostate. Donc, il n'est pas sécrété par un autre organe. Donc, le seuil de normalité selon la vue, vous voyez 4 nanogrammes par millilitre. Donc, il n'est pas spécifique du cancer. Je m'en ai dit pas spécifique du cancer, mais c'est un patient qui a un taux supérieur à 4 nanogrammes par millilitre, mais je m'en ai dit un cancer. D'accord. Donc, c'est un moyen, on l'utilise, mais il y a un diagnostic, c'est un examen de dépistage. Un maladie dit que la consultation, un examen clinique, un toucher rectal, tu vois par exemple le volume prostatique théo 46. Tu mets un dosage du PSA, il dit par exemple 15 nanogrammes par millilitre. C'est un patient à explorer ou là? Oui. Un dosage à 21 jours. Un dosage à 21 jours pour éliminer les autres causes de l'élévation de la PSA. Et d'un pas élevé, on l'oriente vers une
biopsie. D'accord. Donc, les deux indications d'une biopsie prostatique, c'est une suspicion clinique ou biologique d'un adénocarcinome de la prostate. Clinique, c'est le toucher rectal, c'est un nodule, ou la biologique, une élévation du PS. C'est clair. Donc le PS ça doit être interprété en fonction du volume de la prostate. Et ça, c'est automatiquement, qui trouve qu'il y a une prostate élevée, la PSA est supérieure à 4. PSA, prostate à 106 C, mais ce n'est pas qu'on a PSA à 2 nanogrammes par millilitre. C'est normal qu'on a 5 ou 6. C'est pour ça qu'on utilise la densité. Densité, c'est la densité du PSA. C'est PSA sur le volume prostatique. Mais c'est une question de détail. Donc, il n'est pas spécifique du cancer. Un examen positif, un diagnostic du cancer, c'est un examen de dépistage. Donc, il n'est pas spécifique du cancer. Le PSA doit être interprété en fonction du volume de la prostate. Au cours d'une hypertrophie bénigne de la prostate, le PSA peut être supérieur à 4 nanogrammes par millilitre. Cela ne signifie pas qu'il existe un cancer associé. La probabilité d'avoir un cancer de la prostate est de 20 à 40%, entre 4 et 10 nanogrammes par millilitre, ou 50 à 70% si le PSA est supérieur à 10 nanogrammes. Il se met 20% à 40% des patients qui ont un PSA entre 4 et 10, 20 à 40% ont un ADK. Même si le chiffre est supérieur à 4, cela ne signifie pas qu'il y a un cancer associé. D'accord. La sensibilité du PSA est améliorée par le calcul des rapports un PSA libre, un PSA total. Donc les autres examens complémentaires. L'urétrographie rétrograde, elle peut être utile en cas de suspicion d'une sténose. Urétrocystographie rétrograde, c'est l'UCR. Avec tous les examens complémentaires avec Boumazan. C'est-à-dire que nous sommes fait la fosse naviculaire ou un produit de contraste à la recherche du sténose. Donc, le sténose, c'est le produit de contraste raoudjaïs. On va dire, soit il est interrompu, soit qu'il y a une sténose, on va dire qu'il y a le produit de contraste. Lorsqu'il y a une suspicion d'une sténose. Donc, pour le diagnostic différentiel. Donc, l'exploration endoscopique, l'endoscopie, c'est qui m'a dit l'endoscope fait la vessie et la prostate. Donc, il est utile en cas de doute diagnostique ou s'il existe une hématurie. Donc, qui dit qu'un patient avec une hématurie, réalité conduite devant une hématurie. Donc, la cystoscopie, c'est l'un des examens pour faire un diagnostic. Donc, une cystoscopie, c'est une tumeur de la vessie qui est à l'origine de l'hématurie. Il est indiqué surtout dans le cadre de l'hématurie et non pas dans l'hypertrophie bénigne de la prostate. Donc, un patient dit avec une hématurie, uroscanner normal, par exemple, la cystoscopie, mais une hypertrophie bénigne de la prostate, probablement elle est rattachée à l'hypertrophie bénigne de la prostate. Les explorations aérodynamiques donc, sont exceptionnellement demandées. Ils sont demandés dans les cas de neuropathie, les neuropathies avec la vessie neurologique. Les diagnostics différentiels, c'est les affections neurologiques, le diabète, sténose de l'urètre, les infections urinaires, parce qu'ils mettent des symptômes du bas appareil urinaire, la prostatite, c'est une infection bactérienne de la prostate et un corps étranger ou calcul au niveau de la vessie. Par exemple, la sonde Gigi, la sonde Gigi, une irritation de la vessie avec des signes irritatifs. Donc c'est un corps étranger. Au calcul de la vessie, il y a des signes irritatifs de la vessie. Donc, pour résumer, je dis qu'un patient pour des symptômes du bas appareil urinaire, un interrogatoire et un examen clinique. N'importe quel examen, il me dit comme conduite atténuée, l'interrogatoire et l'examen clinique. Après, je dis les examens. Donc, le bilan initial, il a deux objectifs. La recherche des complications évolutives ou l'évaluation précise du retentissement de l'hypertrophie bénigne de la prostate sur la qualité de vie du patient. Donc, les différentes conférences de consensus recommandent un interrogatoire, un examen clinique, un dosage du PSA et un dosage du PSA et un UCB.
هذو مصوالح اللي لازم نديروهم في لا بروميير كونسلطاسيون. Le dosage de la créatine limite peut être utile mais non obligatoire. L'échographie, elle n'est pas recommandée d'une façon systématique, mais elle est on préfère de la faire à la recherche de retentissement de l'hypertrophie bénigne de la prostate. Les rares explorations, la cystoscopie et l'examen aérodynamique, on le demande rarement. Comment on peut le suivi? Le suivi, d'accord. نبداو le traitement. Donc, on va le traitement après le suivi, d'accord. Le traitement. Où on a comme les armes thérapeutiques de l'hypertrophie bénigne de la prostate. Les armes thérapeutiques. Où on Est-ce que la chirurgie ou le traitement médical, ou le patient sans traitement, ou je dis D'accord, le retentissement, fait les décisions thérapeutiques. Premièrement, la symptomatologie. La symptomatologie. Deuxièmement, la présence des complications. Une autre chose à tenir en compte, c'est le volume de la prostate. Pour décider une technique opératoire. Mais surtout la symptomatologie, la présence des complications. الحاجة الأولى كان les armes thérapeutiques, c'est l'abstention thérapeutique. C'est pas tous les hypertrophies bénignes de la prostate sont traités. On traite que les hypertrophies bénignes de la prostate symptomatiques. Donc, une abstention thérapeutique, elle est indiquée dans l'hypertrophie bénigne de la prostate asymptomatique en l'absence des complications. هذا un patient جا في الكونسلطاسيون تاع un médecin généraliste ولا pour des douleurs abdominales مدلو une échographie abdomino-pelvienne. L'échographie jette avec en faveur d'une hypertrophie bénigne de la prostate. Le patient بعثوه لك pour un avis spécialisé. L'interrogatoire, le patient est asymptomatique. Toucher rectal, HPV. Il y a une hypertrophie bénigne de la prostate sans nodule. PSA inférieur à 4. Donc, une hypertrophie bénigne de la prostate. Elle ne présente aucune complication, ni lithiase vésicale, ni infection à répétition, ni retentissement sur le haut appareil urinaire. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour le malade? Abstention thérapeutique. Il paye une consultation, une fois par an, pour le dépistage de l'adénocarcinome. Ce n'est pas pour le traitement. D'accord? Durant l'évolution, s'il présente une symptomatologie, le traitement médical. D'accord. Donc l'abstention thérapeutique, elle est indiquée dans les cas où il n'y a pas une symptomatologie, il n'y a pas de complications. Donc l'abstention thérapeutique a sa place s'il n'existe pas un retentissement sur la qualité de vie, c'est-à-dire le patient est asymptomatique, et pas de signe de complications. Donc pas de lithiase, pas d'infection urinaire, pas d'hémature. À savoir, il n'existe aucun traitement médical, curatif de l'hypertrophie bénigne de la prostate. Ici, le traitement curatif, c'est la chirurgie. C'est le seul traitement curatif. Donc, le traitement médical, c'est un traitement chez ce mot symptomatique. Qu'est-ce qu'on a de traitement médical? Il y a la physiopathologie de l'hypertrophie bénigne de la prostate, il a deux composants. Une composante mécanique et une composante dynamique. Donc, il y a un traitement qui agit sur la composante mécanique, ou qui est dynamique.
la mécanique. Maintenant, une autre classe, la phytothérapie. D'accord. Donc, maintenant, une abstention thérapeutique, traitement médical et traitement chirurgical. Donc, l'abstention, elle est indiquée dans les cas où il n'y a pas de complications et le patient asymptomatique. Lorsque le patient est symptomatique, on commence par un traitement médical s'il n'existe pas de complications. Donc, abstention pour les asymptomatiques. Chirurgical, c'est le traitement curatif s'il y a des complications. Surtout s'il y a des complications, ou là, un patient qui résiste au traitement médical. Donc, le reste des patients, oui, peuvent être traités par un traitement symptomatologique médical. On a la phytothérapie. Premièrement, le traitement. Donc, le traitement médical, son but est d'améliorer la symptomatologie fonctionnelle. C'est un traitement à base d'extraits naturels, c'est la phytothérapie. D'accord. Le mécanisme d'action de ces médicaments est non bien connu. Donc, il n'a pas des effets secondaires, mais il n'a pas des effets secondaires. Donc, mais il a et leur efficacité est inconstante. Donc, les médicaments qui agissent sur la composante dynamique, les alpha-blocs. Donc, ils bloquent les récepteurs alpha des fibres musculaires de la prostate et de la filière urinaire. On a plusieurs types d'alpha-blocs. Par exemple, la fusosin par exemple, la tyrosine, l'oxazosine, d'accord, etc. Donc, il agit sur la composante dynamique de l'obstruction en diminuant le tonus de l'urètre postérieur du pôle vésical et de la glande prostatique. Donc, cette classe thérapeutique est à l'heure actuelle la plus utilisée. Donc, l'amélioration s'exprime par la qualité de vie du patient et sur le débit mictionnel. Donc, les effets secondaires de cette classe thérapeutique, les effets secondaires sont liés à l'interaction, parce que les récepteurs alpha sont situés au niveau de l'appareil cardiovasculaire, au niveau, par exemple, de l'appareil neurologique. Donc, ces récepteurs alpha, lorsqu'ils bloquent les fibres musculaires de la filière urinaire, ils peuvent interagir avec les autres récepteurs. Donc, les effets secondaires sont l'hypotension orthostatique, les céphalées, les vertiges, les troubles de l'accommodation et les troubles de l'éjaculation, à savoir l'anéjaculation ou l'éjaculation rétrograde. Sur la composante mécanique, c'est sous l'effet de la testostérone et sa réduction en 5-alpha réductase, par le 5-alpha réductase, et la croissance de la prostate. Donc on inhibe donc on donne les inhibiteurs dans la 5-alpha réductase. On inhibe le 5-alpha réductase. Donc, cette classe thérapeutique entraîne une régression de 25 à 30% du volume prostatique. Mais l'efficacité, elle est retardée. Donc, elle entraîne également une diminution de 50% du PSA série, qui est un patient qui a 6 mois, où les inhibiteurs de la 5-alpha réductase, le PSA qui est estimé à 5 nanog par millilitre, donc en réalité, à 10 mg par millilitre. Donc, il faut tenir en compte dans le cas de l'épistage. Donc, les effets secondaires possibles sont les troubles de l'érection. Donc, le traitement chirurgical. Donc, le traitement chirurgical, il est indiqué dans les hypertrophies bénines de la prostate qui résistent au traitement médical ou les hypertrophies bénines de la prostate compliquées. Quelles sont les complications? Les complications sont, premièrement, une hypertrophie bénine de la prostate retentionniste aiguë. Donc, le patient a une retention médicale aiguë avec un test d'ablation de la sonde négatif à 2 reprises. C'est des signes retentionniste aigu. Ou la retentionniste chronique avec un résidu post-mictionnel supérieur à 100 cc. Les hypertrophies bénines de la prostate compliquées de calcul physical, compliquées d'un retentissement sur le haut appareil urinaire,
compliqué d'infection urinaire à répétition et compliqué d'une immaturité. Donc, on a quand même les indications d'un traitement chirurgical. Le traitement chirurgical, il peut se faire par voie haute ou la par endoscopie. La voie haute, elle est indiquée dans les traitements compliqués ou résistants au traitement médical qui dépassent les 60 cc selon les recommandations françaises ou la 80 cc selon les recommandations américaines, européennes. Donc, qui dépasse le volume. Donc, on traite par voie haute. Donc, la voie classique n'est pas endoscopique. On utilise donc de la résection un liquide. Le liquide, c'est un liquide inerte. Mais chez les clients, c'est le liquide. Normalement, on bloque les sachets de 3 litres مع الباك. شفتوهم في البلوك. Donc, il y a un liquide qui est installé dans l'irrigation de la résection endoscopique. On ne peut pas l'utiliser plus de 60 minutes. Donc, on peut utiliser plus de 60 minutes, donc le patient il aura une hyponatrémie de dilution. D'accord. Il donne des troubles de la conscience. Donc, un sujet normal, il peut résister 1 cc par minute. Et il ne faut pas dépasser 60 minutes de résection. Donc, par rapport au maximum de résection, il sera 60 cc. C'est pour ça qu'on a un 60 cc un 60 cc comme un maximum du volume pour une résection endoscopique. Lorsqu'il dépasse 60 cc, on traite le patient par voie classique de l'adénomectomie par voie. D'accord. Il y a l'adénomectomie par voie. Donc, il y a une incision médiane sous-ombilicale, on va dire une taille vésicale, c'est-à-dire on ouvre la vessie, on fait un plan de clivage et on fait l'énucléation de l'adénome de la prostate. Donc, la résection transurétrale de la prostate, c'est une intervention réalisée par voie endoscopique. Donc, le résultat anatomique est le même que par voie chirurgicale, mais elle représente de nos jours plus de 80% des traitements chirurgicaux de l'hypertrophie bénigne de la prostate. Donc, elle expose à un risque qui est l'éjaculation rétrograde. Donc, les alternatives instrumentales non chirurgicales à l'utilisation de prothèses orthostatiques, donc discutées chez les patients qui ne sont pas opérables avec une rétention vésicale ou une sonde vésicale à demeure. Donc, le patient, il est retentionniste, a une altération de l'état général, vous le jugez qu'il est inopérable. Donc, la seule solution, qu'il change sa sonde chaque les 21 jours. Donc, il reste sondé à demeure. La chirurgie n'a pas d'impact sur la fertilité. Non, la fertilité non. Mais elles peuvent engendrer une éjaculation rétrograde. Donc, l'indication de nécessité, donc les indications thérapeutiques, indications de nécessité, donc les indications du traitement chirurgical. Donc, retention vésicale persistante ou rétention vésicale aiguë persistante, donc retentissement sur le haut appareil urinaire, avec ou sans une insuffisance rénale. Ici, la dilatation à l'échographie du haut appareil urinaire, c'est une indication opératoire malgré le bilan rénal est correct. Donc, retentissement sur la vessie, les diverticules, lithiase de la vessie, un résidu postmictionnel supérieur à 100 cc. D'accord. Donc, le choix de la technique, est-ce que endoscopique ou chirurgicale, il dépend essentiellement des habitudes de l'opérateur et du volume prostatique. C'est bon, on a terminé. Pour le suivi, visite annuelle chaque an avec un toucher rectal et un dosage de pièces. Ah, il y a comme ça.